Bienvenue sur le podcast Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans. Je suis ton hôte Stéphanie Dolegui. Ce podcast a pour but de rendre la compréhension de ton schéma de Human Design super simple et facile. Mais dis-moi, as-tu déjà regardé ta charte en te demandant ce que signifiaient toutes ces formes, ces lignes, ces nombres ? Peut-être même as-tu déjà lu la description de ta charte et t'es-tu senti submergé et perdu par toutes ces informations ? Rassure-toi, j'ai été dans le même cas que toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me décide à t'accompagner de façon différente. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dédié au Human Design. Aujourd'hui, j'avais envie de plonger avec toi dans la question suivante. Pourquoi l'expérimentation est au cœur du Human Design ? Si tu es nouveau ou nouvelle ici, tu te demandes peut-être ce que c'est que le Human Design et ce que l'on entend par expérimentation. Donc, je t'invite à aller écouter les épisodes de la saison 1 et à écouter bien sûr celui-ci, car je vais te donner mon point de vue, qui n'est bien évidemment que mon point de vue. Donc, pour rappel, le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi qui aide à comprendre comment on fonctionne de façon énergétique, quelles sont nos forces, nos défis, quelle est la meilleure façon de prendre des décisions qui sont alignées à qui l'on est, c'est-à-dire selon sa propre nature. Et quand on entre en contact avec le schéma du Human Design pour la première fois, voilà ce qui se passe dans la plupart des cas. On génère sa charte en donnant ses données de naissance, sa date, son heure précise si on peut, et son lieu. Et on génère un schéma qui nous donne notre empreinte énergétique au moment de notre naissance, notre blueprint. Cette charte a, je trouve, et ça n'engage que moi, quelque chose de profondément artistique. La première fois que je l'ai vue, elle m'a à la fois fait peur et fascinée. Parce qu'il y a des formes géométriques, des triangles, des carrés, des losanges, reliés par des lignes qui sont en couleur, d'autres qui sont blanches. Il y a des tas de numéros partout, des chiffres. Bon, la première fois que j'ai vu ça, il y a aussi des symboles représentant les planètes de chaque côté du schéma. Donc, moi qui proviens d'un domaine littéraire, à la base, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, tu vas rien y comprendre, c'est du charabia, tu t'embarques dans un truc qui est hyper complexe. Mais une autre partie de moi était complètement fascinée, était complètement attirée par cet outil. J'avais jamais vu ça avant. Et je me suis laissée, en fait, convaincre par le fait que, ok, je vais retenir que ce que j'ai besoin de retenir. Je vais comprendre au fur et à mesure que ce que j'ai besoin de comprendre. Et je vais surtout prendre conscience que je ne sais pas tout sur tout, que mon propre schéma recèle encore des secrets de moi que j'ai pas décrypté et que je décrypterai peut-être jamais parce que ça sert pas mon chemin d'âme, ça sert pas mon chemin de vie actuel. Donc c'est pas quelque chose qui m'attire, c'est pas quelque chose vers lequel je veux aller. Parce que moi, en fait, quand j'ai découvert mon Human Design, ce qui m'a vraiment le plus fasciné, ça a été les centres. Parce que je les ai trouvés de suite ludiques. Et la notion de définition et d'ouverture liée au centre m'a tout de suite parlé. Le fait de découvrir que mon centre sacral et mon centre du plexus solaire, rien que ces deux-là, n'étaient pas définis, ça a été une révélation pour moi en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme, dans mes relations avec mes collègues. C'est comme si toutes les lumières s'allumaient d'un coup. Parce que la non-définition de mon sacral participait à la définition de mon type énergétique. J'ai découvert que j'étais projecteur. Et donc avec ça, j'ai découvert ma stratégie qui est d'attendre l'invitation. Et donc j'ai vraiment euh, amené à la conscience que toutes ces années-là, je n'avais fait que initier, que pousser les choses, que forcer. Et du coup, ça avait amené soit de l'irritation, soit de l'incompréhension,
euh, un mauvais encodage en fait de mon énergie. Et, euh, et ça a été hyper libérateur et hyper transformateur pour moi. Donc, pour revenir t'expliquer plus ou moins si tu es novice dans les centres qui apparaissent en couleur sur ton schéma, ce sont des zones sur lesquelles tu peux compter. C'est des zones fiables. En fait, tu peux te sentir en sécurité quand tu es dans ces zones parce qu'elles caractérisent tes forces, tes pouvoirs. Alors que les zones qui sont non colorées dans ton schéma sont des zones plus fragiles, plus vulnérables, parce qu'elles accueillent l'énergie extérieure. En fait, ce sont des zones d'apprentissage et comme toute zone d'apprentissage, elles demandent de prendre du recul, de se mettre en position d'observation et de vraiment, ouais, de prendre du recul par rapport à ce que l'on vit. Savoir ça, la différence entre centre défini, centre non défini, c'est hyper révélateur, mais ce n'est absolument pas suffisant. Parce que le Human Design, comme tous les outils d'ailleurs de développement personnel, mais comme je ne suis pas experte de ces outils-là, je me garderai bien de généraliser. Mais le Human Design n'est pas fait pour rester dans la tête ou gravé dans le marbre des manuels. C'est un système qui se vit, qui s'expérimente, qui se teste. Et la clé, c'est l'expérimentation. Parce que sans cette démarche d'expérimenter ce qu'on lit, ce qu'on découvre, au fur et à mesure qu'on le découvre, on passe véritablement à côté de l'essentiel. Expérimenter son human design, ça permet de sortir du mental. Ça permet de se relier à notre véhicule, à notre corps. On sort du pur apprentissage livresque et on essaie de le traduire dans notre quotidien, au travail, à la maison, pour voir concrètement ce que ça change. L'expérimentation, en fait, permet de valider par soi-même ce qu'on apprend à travers le Human Design. Parce que ce qui marche pour soi ne marche pas nécessairement pour quelqu'un d'autre. Et ça nous permet de découvrir notre propre vérité en la testant au quotidien. Et ça permet aussi l'expérimentation de dérouler le processus de déconditionnement dans le sens où on observe nos peurs, nos croyances, on apprend à écouter notre autorité intérieure. L'autorité intérieure, je te rappelle, c'est la façon de, de prendre des décisions alignées pour soi, plutôt que de suivre mécaniquement des schémas qui nous sont imposés par la société. Et l'analogie qui me vient là et que j'ai envie de te partager, c'est que l'expérimentation, c'est un peu comme la première fois que tu fais cuire un gâteau. Tu peux lire toutes les recettes du monde, tu peux essayer de reproduire le gâteau que tu aimes tant de ta mère, tant que tu n'as pas testé le temps de cuisson, la température de ton four, tu ne pourras pas t'approcher du gâteau tel que tu l'as idéalisé ou tel que tu... Si tu le fais pas, en fait, tu peux pas t'imaginer. Bon, j'espère que j'ai été claire. Moi, quand j'ai découvert que j'étais entourée de plexus solaire défini à la maison, ça a validé ma posture de plexus solaire non défini. D'une part, par les observations que j'ai pu faire a posteriori, des expériences que j'avais traversées, et d'autre part, de ce que je traverse depuis en conscience, parce que je peux véritablement embrasser ma vraie nature d'être non émotionnel. L'ouverture de mon centre du plexus solaire, ça a été une véritable bombe de révélation. Déjà, quand j'étais prof, l'intelligence émotionnelle, c'était quelque chose qui me fascinait. Et honnêtement, il n'y a pas de hasard dans la vie, j'en suis persuadée, la plupart de mes élèves m'ont poussé à aller creuser cette intelligence émotionnelle. Et il faut savoir que moi, je sors d'un système académique, j'ai été à l'université, euh, je suis une littéraire, donc avide de dévorer tous les bouquins qui sont dans la BU, la bibliothèque universitaire. Et quand j'ai été confrontée pour la première fois à un système
d'adolescents qui rejetaient ce système, qui rejetaient le modèle académique, qui en avaient absolument mais rien à faire de savoir que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique. Et parce que, ben, je l'ai cité, hein, madame, mais il est mort. Pourquoi vous nous parlez des morts? Oui, c'est vrai, pourquoi on parle des morts? Et quand la seule référence qu'ils ont, quand tu leur demandes est-ce que vous connaissez Victor Hugo, je me souviens très très bien de ce cours où je l'avais hyper bien préparé, j'allais leur parler de la vie de Victor Hugo pour essayer de les intéresser, de les amener à un texte hyper sympa, essayer ça. Et que quand je leur ai posé la question, est-ce que vous savez qui est Victor Hugo? J'ai vu des étincelles dans leurs yeux. Je me suis dit, oh, génial, ils vont être hyper intéressés. Je sens qu'il y a de l'engouement pour cet auteur. Je ne me suis pas trompée. Ils levaient le doigt, tous complètement excités. Et puis, j'en interroge un et il me répond, mais oui, madame, on le connaît hyper bien, Victor Hugo, c'est le resto où les darons vont. Il est au centre-ville du centre de Bayonne. Et là, tu restes un peu quoi, on va dire, et tu réalises à quel point le fossé s'est creusé entre leur réalité et la tienne, et qu'il est vraiment temps de revenir à l'essentiel, à la vie de tous les jours, au concret, aux pratiques, parce que si tu mets pas du contexte à la connaissance, si tu mets pas de l'expérience, la connaissance n'est rien. On avait, on était tous d'accord sur, on connaissait ce nom, Victor Hugo, mais on n'en avait pas la même expérience. Donc voilà, c'était l'anecdote, ça m'a fait rire. Mais et en plus, ce sont vraiment ces élèves atypiques qui m'ont poussé à m'écarter de ma pseudo-science de prof, parce que voilà, ils s'en foutaient royalement que j'ai eu bac plus 4 ou 5 avec concours, machin, bidule. Ça, ils s'en foutaient royalement. Ils m'ont poussé dans mes retranchements, dans mon émotionnel, pour me permettre de reconnecter avec mes ressentis et pour pouvoir réussir à communiquer avec eux. Si j'avais pas fait cette démarche-là, de revenir à mon émotionnel pour pouvoir rentrer en contact, je serais passée à côté de quelque chose. Et j'ai eu beaucoup de mal, en toute transparence, avec certains d'entre eux qui avaient ce trop-plein, tu sais, ce trop-plein adolescent, d'être tout le temps contre tout, d'en vouloir à la terre entière, de cette rage de tout envoyer bouler, ces vagues émotionnelles qui avaient l'air, mais de murs d'eau de 3, 6 mètres, 9 mètres de haut qui ressemblaient à des immeubles et infranchissables. Euh, et moi, en tant qu'être à plexus solaire ouvert, enfin non défini, je recevais cette énergie de plein fouet. Et à l'époque, je n'avais aucune idée de la dynamique de cette mécanique émotionnelle. Et c'est bien dommage. Aujourd'hui, je ne suis plus, comme tu le sais, dans l'enseignement, mais mon vécu et mon expérience m'a appris beaucoup de choses sur mon mode de fonctionnement énergétique. Parce que ça a permis de me valider. Et à la maison, autre exemple, les émotions, elles ont toujours été hyper intenses. J'ai toujours été celle qui apaisait les tensions, qui apaisait ces vagues émotionnelles. Et à quel prix? En fait, je sortais de ça, j'étais complètement épuisée, drainée par cette intensité, parce que je n'avais pas conscience de ce qui était en train de se passer. À aucun moment, je me suis permise de me poser en observatrice et de me dire, qu'est-ce que tu es en train de vivre là? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il faut que tu prennes du recul? Est-ce qu'il faut que tu penses à toi? Mais quand je me suis intéressée au Human Design, j'ai été amenée à regarder nos chartes, déjà la mienne, et puis celle de Christian, celle d'Alice, de Lucie. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre le pourquoi du comment. Ça m'a permis d'une part à m'autoriser à être qui je suis pleinement, et d'observer la situation en prenant le recul nécessaire. Donc, les vagues émotionnelles sont moins intenses à la maison, parce que bien sûr, moi j'ai pris le recul nécessaire, je ne rentre pas dans, dans le jeu en fait de la mécanique, mais c'est aussi que le Human Design fait partie de l'expérience de toute la maisonnée. Et, euh, et du coup,
Ça permet de comprendre comment gérer les émotions, les interactions les uns avec les autres, comment gérer au mieux les situations et prendre des décisions qui sont alignées. Et quand je parle de décisions alignées, bien sûr, on prend en compte la famille dans la globalité. Mais une décision alignée pour une autorité émotionnelle comme Alice, c'est une décision que je valide en m'alignant moi sur moi, mais euh, comment expliquer ça de façon très... Je respecte sa façon de procéder. Je respecte ce qui est aligné pour elle. Et je pars du principe que ce qui est aligné pour elle doit être aligné pour moi. Et ça va dans les deux sens, hein, forcément. Mais une autorité émotionnelle ne va pas prendre les décisions de la même façon qu'une autorité splénique, comme moi je suis. Moi, je vais plus partir sur du ressenti, sur cette petite voix qui murmure à l'intérieur de moi, elle murmure dans l'instant. C'est quelque chose de l'ordre de l'intuition, de l'instinct. Alice, quand elle prend une décision, si je sais que c'est une décision alignée pour elle, elle aura pris le temps de faire descendre sa vague émotionnelle et d'attendre ce qu'on appelle la clarté, la neutralité émotionnelle pour prendre une décision. Et ça, c'est quelque chose qu'elle expérimente au quotidien et qu'elle valide par l'expérience. Parce qu'elle-même commence à mettre de la conscience sur ça et de se dire chaque fois que j'ai pris une décision trop rapidement ou sur le coup de l'émotion, ça n'a pas été une décision très pertinente. Et souvent, j'ai pu avoir quelques regrets derrière. Et puis dans le Human Design, on parle beaucoup d'alignement. Et pour moi, l'alignement, c'est indissociable de l'expérimentation. Parce que l'alignement, c'est pas un concept purement mental. Si tu gardes ça dans la tête, ça reste abstrait, c'est compliqué à mettre en place. Mais l'alignement, pour moi, c'est un état d'être que tu découvres et que tu nourris en pratique dans la vie de tous les jours. Alors, peut tout à fait lire des livres, écouter des cours, discuter de notions comme la stratégie, l'autorité intérieure, le déconditionnement, mais si tu testes pas ces notions-là concrètement, en pratique, tu sauras jamais s'ils sont réellement adaptés à ton fonctionnement énergétique. Et Ra-Uru le disait lui-même, ne croyez jamais ce que je dis sur parole, expérimentez-le. L'expérimentation, c'est vraiment à considérer comme un moteur de changement, mais à plusieurs niveaux. Déjà, quand tu rencontres pour la première fois ta charte de Human Design, la première chose, c'est un effet waouh. Très souvent, quand tu découvres ça, tu te dis ah ouais, mais ça y est, mais je comprends. Et du coup, cet effet waouh te pousse à expérimenter ce que tu viens de découvrir en changeant ton comportement. C'est le premier niveau, c'est vraiment ce qui est le plus visible, c'est le changement de comportement. Moi, quand j'ai appris que j'étais projecteur et que à aucun moment initier l'action n'était fait pour moi, mais que je devais attendre d'être vue, d'être reconnue pour partager ma guidance, que j'ai décidé d'intégrer ça au quotidien et en suivant, c'est-à-dire j'ai switché mais immédiatement. Ça a été très très révélateur. Parce que tu vois véritablement ce qui fonctionne entre ton ancienne façon de faire et ta nouvelle approche. Et en voyant qu'en changeant ton comportement, tu as déjà, aussi minime soit-il le changement, tu as déjà du bénéfice, c'est-à-dire plus d'énergie. Pour ma part, j'ai eu moins d'amertume. Tu valides forcément la pertinence de ton Human Design. Et ça participe à... C'est la première brique de la construction d'un nouvel alignement. Tu pars vers un nouveau toi. Enfin, tu te rapproches de qui tu es. Mais pour toi, qui tu es aujourd'hui n'est pas ton vrai
toi. Et tu commences à entrevoir cette possibilité de retrouver ton vrai toi. Ce changement de comportement, il est tellement validant, tellement transformateur, que finalement, ça te pousse à te poser des questions. Et ça pousse à réévaluer ton système de croyances, de pensée, à te questionner sur, oui mais attends, si je dois attendre l'invitation, est-ce que je vais pas passer ma vie à attendre l'invitation? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce doute qui s'immisce en toi, ça révèle une peur profonde de ne pas être reconnu par les autres, de ne pas faire partie d'un groupe ou de passer complètement à côté, en fait que tu dois prouver ta valeur. Et finalement, tu te rends compte par le passé que cette peur-là t'a poussé à accepter des invitations, toutes les invitations, et la plupart n'étaient pas alignées à qui tu étais. Quand un projecteur, et là je parle du projecteur parce que je connais bien le type énergétique vu que c'est le mien, accepte des invitations qui ne sont pas alignées à qui il est, ça a pour effet l'inverse de ce que l'on attend. C'est-à-dire que le projecteur va partager sa guidance à des gens qui ne sont pas prêts à recevoir cette guidance, à recevoir ses conseils. Et les autres vont le trouver peut-être présomptueux, peut-être un peu, comme on dit chez nous, yosoi, condescendant. Et du coup, il va peut-être ressentir une impression de rejet, alors que c'était pas du tout le but à la base en acceptant l'invitation. Quand un projecteur accepte l'invitation et qu'elle n'est pas forcément alignée, ça cache aussi la peur de ne pas être aimé, cette peur d'être rejeté. Quand un générateur valide un comportement d'attendre et de répondre aux opportunités que lui tend l'univers, la question qui se pose derrière et le doute qui s'immisce, c'est oui, mais si j'attends trop avant de me décider, je vais louper des opportunités. Par exemple, tu vas dire oui à un projet ou à une réunion, alors que tu sais pertinemment que cette réunion est une perte de temps. Ben, ton comportement d'avant va te pousser à dire oui à tout dans une espèce de people pleasing. Et quand tu sais comment fonctionne ton énergie et que tu es un générateur et que tu dois répondre à ce qui te fait vibrer et ce qui t'allume et que tu dis non à cette réunion, ben en fait tu te rends compte que ça te laisse 1 heure pour toi pour travailler à un projet qui te passionne vraiment. Donc ça t'aligne à qui tu es. Mais ta croyance initiale avant de connaître ton fonctionnement énergétique, c'était bah il faut que j'accepte tout. Parce que c'est de cette façon-là que je vais réussir, c'est de cette façon-là que je vais me faire accepter. Et cette croyance initiale, elle n'est pas forcément valide. Donc, en expérimentant une nouvelle façon de se comporter alignée à sa charte énergétique, tu mets à jour ton système de croyance, ton système de pensée. Et tu vas peu à peu remplacer tes vieux schémas par de nouveaux. Et ces nouveaux schémas de pensée vont t'amener à un 3e niveau d'expérimentation qui est une nouvelle identité, alignée à l'énergie de qui tu es. C'est le niveau le plus profond de l'expérimentation. Parce qu'il touche à la façon dont tu te définis et dont tu définis le monde autour de toi. Et c'est là que l'expérimentation va provoquer un véritable bouleversement intérieur. Parce que tu te vois différemment. Tu n'es plus celui qui fait tout le temps à la va-vite, sans réfléchir. Mais tu es plutôt celui qui répond à ce qui vient à toi avec
discernement. Tu n'es plus celui ou celle qui va forcer tout le temps les choses, mais tu deviens celle qui attend la bonne invitation et dont les conseils sont mieux reçus. Donc, petit à petit, tu te libères d'un comportement et d'un système de pensée inadéquat pour incarner une identité qui est plus alignée à ta nature profonde. Et c'est dans ce sens que l'expérimentation agit. Tu ne peux pas considérer le Human Design sans l'avoir expérimenté. C'est un outil d'expérimentation. C'est un outil de différenciation. Donc s'il reste coincé entre des deux oreilles, il ne te servira absolument à rien. Donc, l'expérimentation est vraiment indissociable du Human Design parce qu'elle transforme un savoir théorique en une expérience personnelle. Sans tester, on reste à la surface du concept. Et pour beaucoup, l'expérimentation, ce chemin d'expérimentation va t'amener une clarté sur qui tu es, donc il y aura moins d'épuisement énergétique, plus de plaisir, des relations beaucoup plus harmonieuses et une meilleure compréhension de qui tu es. C'est ainsi que s'achève cet épisode pour parler des actualités et comment tu peux travailler avec moi en ce moment. Le manuel personnalisé 2.0, c'est le chouchou, c'est le produit phare en ce moment puisque c'est un manuel que j'ai complètement réédité. Il est entièrement personnalisé sur la façon dont tu fonctionnes. Toi, il est ultra complet avec des schémas, des questions d'introspection, des questions de coaching. Donc, franchement, c'est le produit que j'aurais aimé rencontrer quand j'ai débuté le Human Design. Je t'en parle parce qu'actuellement et jusqu'au 14 février prochain inclus, il est au prix de l'ancien manuel. Donc c'est une opportunité à ne pas rater, tu seras absolument pas déçu. Et puis, si tu veux aller plus en profondeur avec une problématique très particulière dans ton chemin de vie actuel, tu peux prendre un one-on-one avec moi. Toutes mes prestations sont sur mon site internet. Je t'encourage, si cet épisode a résonné avec toi, à me laisser un 5 étoiles sous les commentaires de cet épisode, puisque c'est grâce à l'évaluation de cet épisode que le podcast pourra être promu et s'expanser. Je te souhaite une excellente semaine et te dis à très vite.